Et au moins sur cette question du gaz russe, on a gagné et c'est bon. Il n'y aura plus de gaz russe qui va rentrer en Europe et c'est une vraie victoire. Et il y a des victoires à venir, des victoires offensives à venir et du coup on continuera à se battre. Voilà, c'est une année 2025 qui a été riche en combats, une année 2026 qui le sera aussi. Bonjour et bienvenue dans mon dernier journal de bord de l'année 2025. C'est donc le moment pour moi de faire le bilan de cette année 2025. C'est la première année complète que j'ai eue dans mon mandat de député européen, puisqu'en fait j'ai été élu l'année dernière au mois de juin, et donc du coup par définition l'année était assez courte, et l'année 2025 elle a été pleine et entière et pleine de rebondissements. Et donc aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur 3 des grands combats que j'ai menés durant cette année-là. Le combat pour qu'on arrête de dépendre du gaz russe, le combat du leasing social pour donner accès aux classes populaires, aux classes moyennes des milieux ruraux à la petite voiture électrique abordable, et un troisième combat qui est un combat pour la société civile, pour la démocratie, contre les attaques que subissent les associations, les fameuses ONG, les organisations non gouvernementales qui sont attaquées désormais par la droite et l'extrême droite ici au Parlement européen. Alors on va commencer par la question du gaz russe. C'est un sujet sur lequel on a enfin eu une véritable victoire cette année en 2025. Pour comprendre à quel point c'est important, il faut faire un peu d'histoire. Dans les années 70, on a ce qui s'appelle le premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier, c'est un moment où un ensemble de pays menés par l'Arabie Saoudite se disent « Ah, les Européens sont tellement dépendants des énergies fossiles, et notamment du pétrole que nous, Saoudiens, on produit, qu'on peut provoquer un choc économique à l'Union européenne, et ce choc économique-là va les obliger, va les affaiblir et les obliger à revoir leurs priorités géopolitiques. Et donc ce premier choc pétrolier, il a lieu en 1973, et ça correspond en France à ce qu'on a parfois appelé la fin des 30 glorieuses, c'est-à-dire en fait ces 30 années de développement économique après la Seconde Guerre mondiale, donc ces 30 années qui permettent la reconstruction du pays. Et effectivement, à partir des années 70, à partir de ce moment-là, on commence à avoir de manière répétée des crises économiques. Et une partie de ces crises économiques, elles sont provoquées par des chocs pétroliers. On a le choc pétrolier de 1973, dont je viens de vous parler, le choc pétrolier de 1979, qui correspond au début de la guerre Iran-Irak, une guerre qui va durer 8 ans et faire 1 million de morts. Et on a aussi un choc pétrolier plus récent qui a eu lieu en 2008. Mais en fait, quand il y a ces chocs pétroliers en 1973 et en 1979, les Européens réagissent de plein de manières, mais un des choix qu'ils font, et clairement qui est un choix qui n'aurait pas dû être fait, c'est de se dire tiens, on va moins dépendre du pétrole saoudien, du pétrole du Moyen-Orient, parce qu'on va choisir de dépendre beaucoup plus du pétrole et du gaz russe et soviétique, du coup, même à l'époque. Et donc, du coup, dans les années 70, 80, 90, il y a ce choix-là de rendre l'Europe dépendante du pétrole et du gaz russe. Et ce choix commence à devenir un vrai problème pour nous, Européens, à partir des années 2000. Pourquoi ? Parce que dans les années 2000, en fait, même un petit peu avant, en 1999, arrive au pouvoir en Russie Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, il comprend l'importance de l'énergie en politique. Vladimir Poutine, il sait que l'énergie fossile, le pétrole et le gaz, c'est la grande force de la Russie. La grande force économique de la Russie, c'est sa capacité à transformer du pétrole et du gaz en puissance économique, en puissance géopolitique. Et Poutine, il sait aussi que nous, Européens, on a fait l'erreur de mettre notre avenir énergétique dans sa main en devenant dépendant du pétrole et du gaz russe. Et du coup, à plusieurs reprises, Poutine va utiliser l'arme énergétique pour nous attaquer, nous, Européens. C'est comme ça qu'on a eu 4 grandes crises gazières en Europe, en 2006, en 2009, en 2014, des crises dont on n'a pas trop parlé en France parce qu'elles avaient surtout un impact sur les Européens du centre de l'Europe et de l'Est de l'Europe, donc des pays comme la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne. Mais ces crises-là ont eu assez peu d'impact sur l'économie française. Par contre, la 4e crise, la plus grande, c'est ce qui s'est passé en 2021. En 2021, Vladimir Poutine a créé un véritable choc gazier. Comme les Saoudiens ont fait un choc pétrolier dans les années 70 pour s'attaquer à l'Europe, la Russie, elle, a créé un choc gazier en 2021 pour s'attaquer à l'Europe. J'insiste sur la chronologie parce que 2021, c'est avant 2022. C'est avant le moment où Vladimir Poutine essaye d'envahir l'Ukraine en envoyant ses chars rouler sur Kiev, ou plutôt être détruits par l'armée ukrainienne en essayant de s'approcher de Kiev. Du coup, dès 2021, Poutine provoque ce choc gazier.
Et en fait, il va créer une inflation en Europe. Et cette inflation, on l'a tous et toutes vécu. Le moment où les prix du gaz, les prix de l'électricité ont commencé à augmenter, c'est aussi la période où le gouvernement français de l'époque, en 2021, souvenez-vous, c'est Jean Castex qui est Premier ministre en France. Dès octobre 2021, Jean Castex réagit en déclenchant ce qui s'est appelé ensuite le bouclier tarifaire et qui aura coûté plus de 60 milliards d'euros à l'État français, donc une quantité d'argent assez extraordinaire qu'on a dû dépenser pour essayer de limiter la casse économique et la casse sociale provoquée par ce choc gazier décidé par la Russie. Honnêtement, on aurait pu rester là. Et en vrai, il y avait beaucoup de gens, y compris Emmanuel Macron en France pendant un temps, qui disaient ok, tournons la page, voilà, oublions ce qui s'est passé, continuons comme si de rien n'était. Nous, on s'est battus pour dire non, en fait. Non seulement la Russie nous a déclaré la guerre à nous Européens, mais en plus, elle utilise cette arme énergétique. Et donc il faut du coup réussir à désarmer la Russie, au moins sur ça. Au moins être capable de réduire l'arsenal dont dispose la Russie pour nous attaquer, en lui enlevant cette arme gazière que la Russie a utilisée à plusieurs reprises. Pour ça, la solution elle est très simple, c'est d'arrêter d'acheter du gaz russe. Et on peut le faire d'autant plus sereinement qu'on a aujourd'hui toutes les technologies pour remplacer du gaz russe par des choses qu'on peut faire chez nous, que ce soit de la sobriété énergétique, que ce soit de l'efficacité énergétique, de la rénovation des bâtiments, et enfin des énergies renouvelables, puisqu'on est capable, avec l'énergie du soleil, l'énergie du vent, mais aussi l'énergie de la terre, la géothermie, de produire de l'énergie autrement qu'avec du gaz, par exemple avec des pompes à chaleur, et pour celles et ceux d'entre nous qui vivent plutôt au milieu rural, avec du bois énergie, par exemple avec le bois de haie qu'on utilise dans le bocage normand. L'année 2025, elle a été extrêmement importante puisqu'on a enfin décidé de mettre fin à nos importations de gaz russe. Cette décision-là, il a fallu que beaucoup de gens travaillent ensemble pour qu'on puisse l'obtenir. D'abord, la première personne qui a eu vraiment le courage politique de mettre ça sur la table, c'est le commissaire européen à l'énergie, qui est un social-démocrate danois, qui s'appelle Dan Jorgensen, et qui a fait cette proposition-là au mois de juin. Il était très très clair pour nous qu'il fallait agir très très vite, parce qu'il y avait une dynamique politique qu'il fallait saisir. Et c'est pour ça que moi, ici au Parlement européen, tout de suite, je suis monté au créneau pour pouvoir être le chef de file des sociodémocrates européens sur ce sujet-là et qu'on puisse avancer le plus vite possible. Au mois de septembre, on a démarré sur les chapeaux de roue, puisqu'on a réussi à obtenir un accord au sein du Parlement européen en 22 jours. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est passé à peine 3 semaines au mois de septembre, entre le moment où on a commencé à négocier ensemble et le moment où on a trouvé un accord avec une très très grande majorité. Pendant ce temps-là, ils ont mis un peu plus de temps à trouver un accord au sein du Conseil. Donc le Conseil, c'est l'endroit où sont représentés les 27 gouvernements nationaux. Et sur ce règlement-là, comme sur la plupart des décisions européennes, à la fin, il faut qu'on trouve un accord entre les 3 institutions européennes. La Commission européenne, qui a fait sa proposition en juin, le Parlement européen, qui avait adopté défini sa position en septembre, et le Conseil, qui a adopté sa position, je crois, au mois d'octobre. Et la manière dont on trouve un accord, après, dont on a trouvé un accord en novembre et début décembre, c'est dans ce qu'on appelle ici à Bruxelles un trilogue. Alors trilogue, le mot est peut-être un peu nouveau pour certains d'entre vous, mais on connaît tous le mot dialogue. Le mot dialogue, c'est une discussion à 2. Et le trilogue, c'est très simple, c'est une discussion à 3. Commission, Parlement, Conseil. Et donc, on a eu ces trilogues-là, et on en a eu plein de réunions. Moi-même, au niveau politique, on a eu 3 réunions, 3 trilogues, mais toute l'équipe qui travaille avec nous, ils ont eu, j'avais compté jusqu'à 13, mais du coup peut-être même plus, une quinzaine, voire une vingtaine de trilogues. Et ces trilogues-là, c'est des réunions qui durent hyper longtemps, hein. Ça dure au moins 3 heures, parfois 8 heures. Voilà. Et j'étais très très content qu'on a trouvé un accord dans la nuit entre le 2 et le 3 décembre. Donc techniquement, c'était le 3 décembre qu'on a trouvé un accord à 1h30 du matin pour enfin mettre fin complètement aux importations de gaz russe. Et en plus, dans ce règlement-là, dans cet élément de droit européen, on a réussi à introduire le fait qu'on ne voulait pas refaire la même erreur, on ne voulait pas passer d'une dépendance au gaz de Poutine à une dépendance au gaz de schiste de Trump. On cherche à avoir une solution qui soit durable pour nous, et donc du coup de se reposer sur des énergies européennes, et donc de mettre le paquet sur l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà dans le droit européen. Et l'élément en plus que j'ai réussi à faire ajouter dans ce texte-là, c'est la notion de sobriété énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change nos comportements individuels et collectifs pour garantir notre bien-être
tout en réduisant notre consommation d'énergie. Et cette notion de sobriété énergétique, qui est maintenant très bien définie scientifiquement, et moi-même quand j'étais chercheur, j'ai participé à monter des projets de recherche sur la sobriété, elle n'existait pas dans le droit européen. Et aujourd'hui, désormais, elle existe. Donc c'est une petite victoire, c'est une petite graine que l'on plante. Dans cet hiver politique qui est compliqué, il faut continuer évidemment à se battre pour préserver tout ce qu'il faut préserver, mais il faut aussi planter des graines en sachant que c'est le moment de faire ça, parce que ces graines-là, elles pourront germer au printemps, puisque l'hiver politique qu'on connaît aujourd'hui ne durera pas toujours. C'est un hiver qui va durer des mois, voire des années au niveau politique, mais après, il y aura un printemps, il y aura à nouveau un moment où il y aura un élan dans la société européenne et ici aussi au Parlement européen pour avancer à nouveau de manière intelligente pour la protection de l'environnement, pour la justice sociale, pour le développement économique et pour la souveraineté de nos démocraties. Donc cette question du gaz russe, elle a été hyper importante pour moi, elle a vraiment marqué toute la fin de mon année et pour vous dire très clairement les choses, moi j'étais hyper fier de l'accord qu'on a trouvé et je me suis dit que en fait, le choix que j'ai fait d'entrer en politique, ça valait la peine. Ça valait la peine parce qu'on est capable, encore aujourd'hui, malgré la puissance de l'extrême droite, malgré tous les mensonges de Poutine, de Trump, de Bardella qu'on entend, on est quand même capable, sur certains sujets, d'avancer dans la bonne direction. Le deuxième sujet dont je comptais vous parler, c'est le leasing social. J'ai déjà pu faire une vidéo qu'on va mettre d'ailleurs dans la description qui est consacrée à ça. L'idée, elle est vraiment très simple, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les aides-soignantes, les aides à domicile, les ouvriers, tous les gens qui gagnent moins que le revenu médian, c'est-à-dire moins que 2 000 € par mois pour une personne seule en France, puissent avoir accès à une petite voiture électrique quand ils en ont vraiment besoin. Je prends l'exemple des aides à domicile, notamment en milieu rural. Vous prenez des gens qui sont d'ailleurs très très souvent des femmes, qui vont faire 100, 120, 150 km par jour pour pouvoir aller chez les personnes dont elles s'occupent, pour aider notamment les gens qui sont malades, les personnes âgées, à pouvoir continuer à vivre bien chez elles, chez eux, dans le maximum d'autonomie. Pour ça, il faut faire beaucoup de kilomètres. Et on sait que le pétrole, ça coûte cher, en plus ça ne vient pas de chez nous, et on sait aussi qu'il y a des variations de ce prix-là. Et que même si le prix de l'essence, du diesel aujourd'hui est entre 1,50 € et 1,70 €, il peut très très vite remonter à 2 €, 2,10 € si jamais, ou plutôt quand, Trump fera des bêtises, pour le dire ainsi. Donc il faut se préparer à ça. Et la meilleure manière de se préparer à ça, c'est de rendre la petite voiture électrique réellement accessible. Là aussi où c'est intéressant, c'est que c'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Et moi j'ai pu calculer les bénéfices économiques que retire Swazik, qui est une infirmière à domicile aux côtés de Tourigny-sur-Vire, avec qui j'ai pu échanger dans le cadre de la campagne électorale, et j'ai pu calculer, et je sais qu'elle économise au moins 1 200 € par an depuis qu'elle est passée à l'électrique. Donc la question du leasing social, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que plus de gens puissent faire comme Swazik. Et pour ça, l'idée elle est très simple, c'est de dire, pour toute une catégorie de population, vous avez accès à une voiture électrique. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous n'avez pas besoin de trouver 25 000 €, 30 000 €, 35 000 € pour l'acheter. Vous l'avez tout de suite. Mais par contre, vous payez un loyer. Et ce loyer-là, c'est un loyer modéré. Justement parce que c'est du leasing social. Et ce loyer-là, il est entre 80 € et 150 € par mois, selon le modèle de voiture qui est choisi, selon le niveau d'aide qu'on veut choisir de donner. En fait, l'économiste Bernard Julien, qui est prof à l'Université de Bordeaux, il en parle souvent en disant on avait un problème de logement, donc on a créé des HLM, des habitats à loyer modéré. Et là, on a un problème d'accès à l'automobile, donc il faut qu'on crée des ALM, des automobiles à loyer modéré, et notamment des automobiles électriques, puisque l'électrique, c'est pas simplement que c'est l'avenir, c'est que rouler à l'électrique, ça coûte à peu près 3 fois moins cher que de rouler avec une voiture à pétrole. Du coup, moi, je me suis beaucoup battu sur ce sujet-là, déjà pour faire connaître cette idée, pour convaincre un maximum de personnes. Et une première victoire qu'on a remportée, c'était au mois d'octobre, quand ce sujet-là du leasing social à l'échelle européenne, pour 1 million d'Européens chaque année, donc voilà, on veut le faire vraiment à grande échelle, et c'est devenu une des priorités de notre famille politique, pas simplement du coup de moi, député européen Place Publique, mais de tous les sociodémocrates européens. Et on a fait une conférence de presse où la chef de notre groupe politique, donc qui est l'eurodéputé espagnol socialiste Iratxe García Pérez, a défendu cette position, et on continue à la porter maintenant parce qu'on veut que ce soit dans le plan automobile
que la Commission européenne doit présenter dans les jours ou dans les semaines à venir. De la même manière que je me suis battu et qu'on a obtenu une victoire sur la question du gaz russe, je continue à me battre pour qu'on puisse aussi obtenir une victoire de justice sociale, de protection de l'environnement, aussi une victoire de réindustrialisation, parce que ces petites voitures-là, il faut les fabriquer en Europe, sur la question du leasing social. Et j'espère que quand je serai à nouveau face à vous dans un an pour faire le bilan de 2026, je pourrai vous annoncer que c'est bon, on l'a fait, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement des promesses, ce sont des réalités. C'est que concrètement, on va avoir des dizaines, des centaines de milliers, des millions de personnes qui, partout en Europe, vont pouvoir vivre mieux en accédant dans leur territoire à des petites voitures électriques abordables. Le troisième combat dont je voulais vous parler, alors c'est plus un combat défensif. La politique de ce point de vue-là, c'est comme le sport, c'est comme le rugby ou le foot. Faut défendre pour éviter de se faire prendre des buts et il faut aller à l'offensive pour essayer d'en marquer face à l'équipe adverse. Là, clairement, la situation elle est vraiment grave. On a une attaque en règle de l'extrême droite et de la droite contre l'écologie, contre la protection de l'environnement et en particulier contre les acteurs et les actrices de cette protection de l'environnement. Et en fait, ce qu'ils attaquent, c'est les ONG. Et donc, l'acronyme ONG, c'est les organisations non gouvernementales. Et en fait, dit comme ça peut paraître parfois un peu bizarre. C'est quoi les ONG ? En fait, on les connaît, les ONG. Les Restos du Cœur, c'est une ONG. Le Secours catholique, le Secours populaire, ce sont des ONG. Prenons la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, c'est une ONG. France Nature Environnement, c'est une ONG. Dans des territoires comme le mien, en Normandie, le Créant comme le Crépant, ce sont aussi des ONG. La logique, en fait, c'est une logique qui vient de l'extrême droite, et en particulier de Viktor Orban. Viktor Orban, il sait très très bien comment est-ce qu'on transforme une démocratie en dictature. C'est ce qu'il est en train de faire en Hongrie depuis des années. Et pour faire ça, il s'attaque en particulier aux associations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les associations sont des contre-pouvoirs. Les associations sont des lieux dans lesquels des citoyens qui sont concernés par des sujets, par exemple la protection des oiseaux, se rassemblent, discutent et puis agissent dans la société. Et sont capables d'interpeller des décideurs politiques, mais aussi des journalistes, sur des sujets qui sont importants pour eux. Du coup, en démocratie, pour que la démocratie soit vivante, il ne faut pas simplement qu'on ait des élus qui ne soient pas corrompus, qui soient honnêtes, qui soient intègres, qui agissent dans l'intérêt du bien commun. C'est essentiel, bien sûr. Mais il faut aussi qu'il y ait une société civile qui soit vivante. Il faut aussi que les citoyens puissent être informés. Il y a un rôle clé des journalistes là-dessus, mais aussi des associations qui vont pouvoir parler soit directement aux citoyens, soit en lien avec les journalistes. Et après, il y a tout le travail d'éducation populaire. Par exemple, la Ligue de protection des oiseaux fait un travail excellent avec les gens qui, tout simplement, aiment les chats, mais qui ont besoin d'informations pour voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos chats ne s'attaquent pas aux oiseaux. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, fait un travail d'éducation populaire extrêmement intelligent là-dessus pour qu'on puisse à la fois protéger les oiseaux dont on a besoin tout simplement parce que nous aussi on fait partie de cet environnement-là et pouvoir aussi tout simplement vivre très heureux avec des chats. J'aime beaucoup les chats aussi. Et en fait, pour être sérieux, tout ça est organisé. Il y a un choix de l'extrême droite de s'attaquer à l'écologie. Il y a depuis peu un choix de la droite de s'aligner sur l'extrême droite. Et ce choix de la droite de s'aligner sur l'extrême droite, c'est avant tout un choix politique. Il est très clair que la droite française a malheureusement choisi de s'allier avec l'extrême droite lors des prochaines élections, et d'ailleurs même dans les élections qui ont lieu déjà en ce moment. C'est leur choix. Et ils ont besoin de trouver des sujets sur lesquels ils peuvent être d'accord. Ces sujets-là, ça ne peut pas être, par exemple, des questions de santé ou des questions de recherche, puisque l'extrême droite est contre les vaccins, elle est contre la recherche européenne, contre le cancer, par exemple. Et donc du coup, il faut qu'ils trouvent d'autres sujets. Et un des sujets qu'ils trouvent, c'est l'écologie. Depuis des mois et des mois et des mois, ils cherchent à s'attaquer aux ONG de protection de l'environnement. La première offensive, la droite l'avait menée avec l'extrême droite dans une commission parlementaire où je siège, qui est la commission parlementaire environnement, en s'attaquant à un programme européen qui s'appelle le programme LIFE, qui est un programme essentiel pour le financement européen, notamment sur les enjeux de protection de l'environnement et de biodiversité. Le programme LIFE, c'est un des héritages de Jacques Delors, qui l'a créé en 1992. Ce programme a du coup été attaqué par la droite et l'extrême droite, et en commission environnement, on a réussi à gagner à une voix près. On était, de mémoire, 80 à 90 à avoir voté. On a gagné à une voix près, puisqu'il y a 5 députés européens de la droite pro-européenne qui ont choisi de ne pas s'allier avec l'extrême droite, mais de travailler avec nous, et c'est comme ça qu'on a pu gagner une voix près. Et honnêtement, moi à ce moment-là, j'étais un peu naïf, je me disais, c'est bon, on a gagné la bataille, la droite et l'extrême droite, enfin l'extrême droite continuera à attaquer, la droite a compris que c'était pas une bonne idée, ils vont arrêter. Et pas du tout. Ils continuent cette attaque, mais en passant par un autre
outil, qui est la commission parlementaire du contrôle budgétaire, et il se trouve que le hasard fait que j'y suis aussi. Et dans cette commission du contrôle budgétaire, ils y sont allés de manière beaucoup plus intelligente. Ils se sont dit, on ne va pas faire ça au niveau de la commission du contrôle budgétaire, on va créer un groupe de travail spécifique, uniquement pour s'attaquer aux ONG de protection de l'environnement. Ce groupe de travail, ils ont réussi à déformer au maximum les procédures de l'Union européenne, pour faire en sorte que le PPE, donc le groupe de Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, et les PFE, le groupe de Bardella, puissent à eux seuls avoir une majorité. Et donc du coup, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et à tordre aussi les règles pour nous empêcher, nous, de déposer des amendements. Donc du coup, on a fait le choix de ne pas participer à ce groupe de travail qui, fondamentalement, c'est une commission McCarthy, quoi. C'est comme aux États-Unis dans les années 50, où ils ont commencé à pourchasser tout ce qui ressemblait vaguement de loin à des gens de gauche dans le milieu artistique, dans le milieu économique, dans le milieu universitaire. Là, c'est à peu près la même chose qui se passe, où ils vont chercher à pourchasser tout ce qui est un peu vert, tout ce qui ressemble un peu à des associations de protection de l'environnement. Donc on a fait le choix de ne pas participer à ça. Quand je dis on, c'est pas simplement nous, sociodémocrates, on a travaillé avec d'autres forces politiques. On s'est allié avec la gauche radicale, avec les sociodémocrates, donc nous, avec les écologistes et aussi avec les centristes, pour pouvoir refuser de participer à ça. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de travail avec mes collègues sociodémocrates portugais et néerlandais, avec aussi un collègue de Die Linke, qui est un parti de gauche radicale allemand, avec aussi un collègue centriste roumain et un collègue vert allemand, pour qu'on soit bien coordonnés. Nous, ensemble, on n'a pas de majorité dans ce groupe de travail, où en plus on n'a même pas le droit de déposer des amendements, et donc on est allé directement lors de la première séance de ce groupe de travail. On a exprimé notre désaccord, on a posé nos conditions pour pouvoir participer à ce groupe-là. Nos conditions n'ont pas été respectées. Pour tout vous dire, moi j'étais très choqué de l'attitude de 2 députés européens de droite qui, pendant que je parlais, m'ont coupé la parole, ont cherché à me déstabiliser de manière verbale, et vraiment ça m'a sincèrement surpris, parce qu'en fait ils sont comportés comme normalement en fait se comportent des gens d'extrême droite, quoi. C'est-à-dire une attitude de brutalisation pour empêcher la liberté d'expression des députés. Et honnêtement, je n'ai jamais vu ça en 1 an et demi de mandat. C'était vraiment la première fois où il y avait des gens qui cherchaient à m'empêcher de m'exprimer en parlant par-dessus. Et comme vous le savez, au Parlement européen, on s'exprime dans différentes langues. Là, j'ai parlé parfois en anglais, parfois en français, selon les moments. Et on m'a dit ensuite qu'il y avait ces 2 députés européens, donc un homme néerlandais et une femme allemande, qui parlaient tellement fort, par-dessus moi, qu'à un moment, les interprètes ont arrêté de traduire parce qu'ils n'arrivaient plus à entendre ce que je disais. Et à ce moment-là, j'ai demandé au président de la séance, qui est un député de la droite allemande, d'intervenir, et j'ai dû insister à plusieurs reprises pour qu'il fasse son travail et qu'il rappelle, du coup, les eurodéputés sont partis, minimum de respect. Et honnêtement, moi ça m'a beaucoup inquiété, ce petit moment-là, parce qu'en fait, il dit quelque chose de l'époque historique dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de gens de droite qui veulent s'allier avec l'extrême droite. Et il y en a plein ici dans ce Parlement qui le font, et qui l'ont fait cette année, et qui veulent le faire à nouveau, et ils veulent le faire en France, ils veulent trahir Bardella, ils veulent être le ministre de l'économie ou le ministre de l'Intérieur d'un Bardella président de la République. Ok. Leur discours, le discours qu'ils se racontent à eux-mêmes et qu'ils nous racontent à nous, c'est de dire non, mais nous, droite, on va s'allier avec l'extrême droite, mais ça va, on va réussir à les civiliser, on va réussir à les polisser, à faire en sorte qu'ils rentrent dans le moule. Ben ça, en fait, ça n'a pas marché. Enfin, c'était l'espoir que la droite allemande avait en janvier 1933, et ça n'a pas marché. C'était l'espoir que la droite italienne avait dans les années 1920, et ça n'a pas marché non plus. Moi, ce que je vois pour l'instant, c'est pas une extrême droite qui est devenue plus polissée sur le fond. Ok, ils ont mis une cravate et maintenant ils ont des lunettes. Très bien. Mais sur le fond des idées, ça reste les mêmes. Par contre, ce que je vois, et c'était le cas durant cette réunion sur ce groupe de travail anti-ONG, c'est qu'en fait, il y a désormais des députés européens de droite qui commencent à adopter en fait un comportement d'extrême droite, qui commencent à empêcher, à vouloir empêcher l'expression tout à fait normale et rationnelle d'un député européen social-démocrate comme je suis, mais aussi d'autres de mes collègues. Ce combat pour défendre les associations, pour défendre la société civile, on va continuer à le mener. On continue à le mener parce qu'on sait très bien que, ok, là ils s'attaquent aux associations de protection de l'environnement, et moi je les défends comme je défends toutes les associations, et en particulier sur la question environnementale où on sait qu'elles sont essentielles. Mais en fait, ce qui est ensuite en ligne de mire, c'est toutes les autres associations qui déplaisent
à l'extrême droite. Donc soyons très clairs, ce combat-là sur les ONG environnement, on le mène et il faut qu'on le gagne, parce que si on le perd, après on sait très bien à qui vont s'attaquer, et le prochain sur la liste est très clair, ça a déjà été dit par Carlo Fidanza, qui est un député d'extrême droite italien. Le prochain sur la liste, c'est les associations qui défendent les droits des femmes, le planning familial et plein d'autres associations. Voilà, il y a une extrême droite européenne qui est de plus en plus puissante. Cette extrême droite-là, elle est alimentée intellectuellement, financièrement, politiquement, et par la Russie de Vladimir Poutine, et par les États-Unis de Donald Trump. Donc on est pris en étau là-dessus, et il faut que nous, démocrates, on soit capable de mener ce combat-là. Et donc cette année 2025, ça a été une année de combats défensifs qu'on n'a pas encore gagnés. C'est aussi des combats qu'on a déjà gagnés, comme sur le gaz russe, où enfin, on met fin à des décennies d'aveuglement des Européens qui ont acheté du gaz russe, qui ont du coup financé le réarmement de la Russie, qui ont financé le régime de Poutine, qui s'attaque à nous désormais. Et au moins sur cette question du gaz russe, on a gagné, et c'est bon. Il n'y aura plus de gaz russe qui va rentrer en Europe, et c'est une vraie victoire. Et il y a des victoires à venir, des victoires offensives à venir, et du coup, on continuera à se battre pour le leasing social, de manière à rendre la petite voiture électrique accessible à tous les Européens, toutes les Européennes qui ont besoin de la voiture pour pouvoir se déplacer au quotidien, qui font beaucoup de kilomètres pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre. Et donc du coup, voilà, c'est une année 2025 qui a été riche en combats, une année 2026 qu'il sera aussi. Je voulais aussi vous dire un petit mot personnel sur la fin de l'année. L'année 2025, elle a été très chargée pour moi, ça a été aussi très chargé sur le plan personnel, on va pas se mentir. Ça a été même un peu compliqué à certains moments. Et moi, je suis très content en fait d'arriver au moment des fêtes. À chaque fois, je passe Noël en famille. Voilà, chez les Carlin, on est très famille, et Noël pour moi c'est toujours un moment de grande joie. Qu'on fasse Noël chez ma tante, chez mon cousin ou chez moi, ça me fait toujours très plaisir. Et en fait, ça me rappelle aussi un truc qu'en fait qu'on sait tous et toutes, mais que beaucoup de discours politiques ont un peu oublié, qui est que en fait, on est vraiment heureux quand on réussit à faire un truc qu'on peut faire notamment durant la période des fêtes. C'est tout simple, hein, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc c'est ce que je vous souhaite pour ces fêtes de fin d'année. Passez du temps avec les gens que vous aimez, parce qu'au final, c'est vraiment ça qui nous rend le plus épanoui et le plus heureux. Et donc je vous souhaite de très belles fêtes avec votre famille, avec vos amis, et on se reverra l'année prochaine.